Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau numéro de questions d'actu. Nous nous intéressons ce soir à la violence à l'égard des enfants, un phénomène qui ne connaît pas de frontières. Chaque année, ce sont des milliers d'enfants qui en sont victimes. En Algérie, les formes de violence à l'égard de cette frange de la société sont multiples. Et peuvent être très dramatiques. Rappelez-vous la série d'enlèvements et d'assassinats d'enfants. Alors ce soir, on en parle, d'autant que la communauté internationale célèbre le 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'occasion pour Question d'actu de mettre l'accent ce soir sur la situation de l'enfant en Algérie. Alors, quel constat peut-on faire? Quelles sont les actions entreprises par les pouvoirs publics, notamment sur le plan juridique, pour garantir les droits de l'enfant et le protéger contre toute forme de violence? Des questions et bien d'autres que nous allons débattre ce soir avec nos invités. Il s'agit sans plus tarder de M. Saad-Eddine Zenati. Vous êtes du bureau de la police judiciaire, du bureau de la protection de l'enfance relevant donc de la police judiciaire, de la direction générale de la sûreté nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et bonsoir. Également avec nous, M. Felaoun Nordine, psychologue de formation. Vous êtes membre du réseau NADA. Bonsoir. Et avec nous, Thomas Davin, représentant de l'UNICEF en Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonsoir. Alors, je commence avec vous, Monsieur Thomas. Alors, quel constat peut-on faire de la situation de l'enfant en Algérie? Le constat de l'UNICEF, bien sûr. Alors, c'est vrai que 25 ans, ça fait longtemps. C'est un bon moment pour faire un constat. 25 ans de la Convention des droits de l'enfant. C'est la convention la plus ratifiée au monde en termes d'institutions et de cadres législatifs. Alors, je vais faire un constat qui n'est pas nécessairement celui du gouvernement. On fait un constat vraiment rapide. Peut-être que, pour résumer, je vais dire un long chemin parcouru en 25 ans, mais on n'est pas encore à la ligne d'arrivée. Pourquoi? L'enfance est un tout et elle est sur tous les secteurs, la santé, l'éducation, la protection, etc. Peut-être que je vais citer 4 grandes avancées et 4 défis. 4 grandes avancées, en 25 ans, on a coupé en deux la proportion des enfants de moins de 5 ans qui meurent avant l'âge de 5 ans. On a coupé en deux la mortalité des mamans qui meurent, liée souvent à la mortalité de leurs enfants. On est arrivé à presque 100% d'accès à l'enseignement fondamental, à l'école primaire en particulier, et on est arrivé à une parité garçon-fille à l'école. C'est quand même 4 avancées qui sont fantastiques en 25 ans, des avancées que beaucoup de pays envient à l'Algérie, et dont on peut, et il faut être fier, particulièrement dans un pays qui a la taille d'un continent. Donc beaucoup de progrès. Maintenant, on n'a pas fini. Et encore une fois, 4 défis, il y en a d'autres, mais des challenges encore à relever. On bute encore sur une mortalité néonatale des enfants de moins de 1 an qu'on a du mal à faire plier. C'est encore un problème. Ça représente presque 70% des enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans, en fait, meurent dans les 6 premières semaines de vie. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, et très souvent... Notamment sur le système sanitaire? Est-ce que vous sous-entendez un travail sur le système sanitaire? Tout à fait. C'est un travail que nous faisons aujourd'hui aux côtés du ministère de la Santé pour essayer de briser ce challenge sur lequel on bute encore aujourd'hui et qui est souvent lié à une mortalité maternelle qui reste elle aussi difficile à faire plier. Deuxième défi, arriver à une éducation d'excellence et donc à une transition vers le marché de l'emploi pour la plupart des enfants qui sortent de ce système de l'éducation. On sait que ça reste un problème. On sait qu'aujourd'hui, pour les enfants de moins de 16 ans, il y a presque un demi-million d'enfants de moins de 16 ans qui sont hors du système scolaire. Et est-ce que l'UNICEF propose des mécanismes au ministère de l'Éducation nationale? C'est ce qu'on essaye de faire. Alors, on est en train de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale justement pour essayer de comprendre où sont ces enfants. Pourquoi font-ils le choix de sortir? Parce que l'immense majorité de ces enfants ont fait le choix de sortir du système de l'éducation. Qu'est-ce qui les fait sortir? Pourquoi on n'arrive pas à les retenir? Et surtout, comment les aider à se replacer, soit dans le système de l'éducation s'ils le désirent, soit, et on essaie de travailler avec le ministère de la formation professionnelle, soit à se placer dans un système de formation en alternance pour essayer d'aller vers une intégration sur le marché de l'emploi.
Peut-être rapidement pour finir, troisième défi. Allez-y. Hein. Les violences qui sont faites aux enfants, vous l'avez évoqué, ça reste un problème. Les violences visibles comme les violences invisibles dont on ne parle pas, soit parce qu'elles sont habituelles, soit parce qu'elles sont trop tabous pour être évoquées. C'est quelque chose sur lequel, encore une fois, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et vraiment, les Algériens, dans leur majorité, que ce soit les instances gouvernementales, les partenaires nationaux, sont là pour en parler. Il y a vraiment une envie d'aller jusqu'au bout de cette question-là. Et peut-être un quatrième défi qui, encore une fois, n'est pas facile dans tous les pays du monde, c'est peut-être un espace de parole dédié aux jeunes. On sait que beaucoup de ces jeunes qui sont aujourd'hui au chômage ou qui sont sortis de l'école le disent, se sentent pas encore assez écoutés, pas assez entendus. Et il y a encore beaucoup d'opportunités pour leur offrir ces espaces de parole, même si l'intégration au marché de l'emploi va continuer à rester difficile parce qu'on le sait, la conjoncture mondiale reste compliquée dans tous les pays du monde. Alors on va parler des différents partenariats que vous faites avec les différents départements ministériels, justement pour pallier ces carences ou relever ces défis, comme vous le dites. Alors, vous avez parlé de violence. On estime en un an 13 000 enfants vecteurs ou acteurs de violence, 7 000 victimes et enfants en danger moral ont été signalés. C'est un nombre quand même qui est important pour l'Algérie. Il y en a toujours trop. C'est un de trop. Donc c'est sûr. Maintenant, il y a beaucoup de travail qui est fait par des partenaires comme la DGSN, le ministère de l'Intérieur, d'autres partenaires associatifs. Mais c'est vrai qu'il y a un problème avec ces enfants qui sont victimes de violences ou auteurs de violences. Dans les deux cas, la première question à se poser, c'est pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour prévenir ça ? Donc, pour nous, l'UNICEF, le plus important, c'est de focaliser sur la prévention plutôt que sur la réaction, sur la réponse. Alors il y a des systèmes qui sont en train de se mettre en place. Le gouvernement algérien est en train de discuter un nouveau texte législatif pour protéger, mais ça c'est principalement de la réponse. C'est l'aspect juridique. C'est l'aspect juridique. Il y a un an de ça, nous avons lancé avec énormément de partenaires, dont les deux qui sont ici aujourd'hui avec nous, une campagne pour arrêter la violence. Et un petit peu dans le motto pourrait être zéro violence, zéro silence, parlons-en. Le principe, c'est de dire qu'il faut qu'on arrive à parler de cette violence, à parler de ces potentiels de violence avant qu'on arrive à l'irréparable, à l'inévitable, même quand ce n'est pas une violence qui nous concerne. Ça veut dire, même quand on sait que c'est le voisin qui tape son enfant, on doit pouvoir soit aller lui parler, soit pouvoir signaler, alerter qui de droit, pour essayer d'arrêter avant que l'enfant soit maltraité ou bien même meure de violence. Alors, on reste toujours avec ce dossier violence qui est très important. Alors, je me tourne vers M. Farah Nourdine, toujours pour essayer de comprendre le pourquoi de cette violence à l'égard des enfants. Tout d'abord, pour comprendre le pourquoi de cette violence, il faut avoir une analyse complète de la violence. Il faut parler tout d'abord que là, actuellement, on parle de la violence copée. La violence copée, c'est le comportement que l'enfant, parce que l'enfant, dès son enfance, l'apprentissage, dès la première naissance, l'apprentissage des comportements, et là, on parle de la violence. C'est devenu un outil de communication. On communique par la violence. Alors, ça vient du fait que les parents communiquent par la violence avec leurs enfants, que ça se transmet ? Voilà, tout à fait, parce que l'enfant, tout d'abord, il apprend à communiquer avec ses parents. Ses parents, c'est le premier contact. Et là, l'enfant se retrouve dans un milieu violent. Parce que là, on parle de la violence verbale. C'est vrai que la violence verbale, l'impact de la violence verbale n'est pas... pas un impact physique, mais elle a un impact moral. Mais un impact moral, mais l'enfant l'enfant grandira avec les séquelles, avec cette violence, et lui, il va communiquer de son tour par cette forme de violence. Ça devient carrément des réflexes. Des réflexes, tout à fait. Alors, avons-nous des chiffres exacts sur quoi on se base pour avoir des chiffres, M. Zenatif ? Bien sûr, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, il y a lieu de rappeler
que la Direction générale de la Sûreté nationale est parmi les premiers secteurs à avoir pris conscience de l'importance de la question de l'enfance, eu égard que c'est la frange la plus vulnérable de la société. Cet intérêt s'est traduit par la création depuis 1982 de brigades de protection de l'enfance, c'est-à-dire bien avant la ratification par l'Algérie de la Convention internationale des droits de l'enfant. Au début, ils étaient au nombre de 3 brigades. Actuellement, nous sommes à 50 brigades de protection de l'enfance réparties à l'échelle nationale. Pour les statistiques, nous avons enregistré durant l'année en cours, durant les 9 mois de l'année en cours, l'année 2014, 5220 cas d'enfants victimes de violences. Viennent en première position les coups et blessures dont ont été victimes 3163 enfants. En deuxième position, les agressions sexuelles avec 1420 cas. Et en troisième position, la maltraitance avec 449 cas. Voici en général le bilan recensé par les services de la police judiciaire. Je ne sais pas, parce qu'on n'a pas les chiffres de... Enfin, personnellement, je n'ai pas les chiffres de l'année 2013. On parle de 7000 victimes. Est-ce que nous allons vers une baisse ou vers une augmentation? Ou c'est un peu prématuré? Je dirais qu'on en sommes à une situation stationnaire. Voilà. Situation stationnaire. Alors, l'un des problèmes, justement, Monsieur Davin, c'est de déclarer ce type de violence. Alors, eu égard de l'aspect culturel un peu de la société algérienne, l'UNICEF a du mal à voir les véritables chiffres, les chiffres qui reflètent un peu cette réalité amère. Oui, alors c'est un peu partout comme ça dans tous les pays du monde, c'est-à-dire que plus la violence devient grave, moins on la déclare, malheureusement, parce que plus elle fait honte, plus elle est un facteur soit de honte, soit tout simplement de poursuite judiciaire pour la famille, donc tout le monde en est conscient. Dans les 2 cas, ça veut dire la cacher, la garder de côté. On a plusieurs moyens un petit peu d'en parler. D'abord, on fait des enquêtes sociales régulièrement. Nous, l'UNICEF, on en a fait une en 2012 avec le ministère de la Santé, dans lesquelles on pose plein de questions aux familles, y compris aux enfants. Et donc, par exemple, dans cette enquête de 2012, 86% d'enfants entre 2 ans et 14 ans disent avoir été victimes d'une punition dure, donc c'est déclaré par eux-mêmes dure, soit physique, soit verbale, de la part de leurs parents ou de ceux qui les gardent. 86%. Donc ça veut dire qu'on est loin des chiffres, et c'est dans tous les pays pareil, c'est-à-dire que ne déclarent à la police le plus souvent que ceux qui sont dans une situation réellement désespérée, dans lesquelles ils n'arrivent plus à trouver de porte de sortie. Et il y a toute une frange de population qui vit cette violence au quotidien, donc c'est ce que déclarait mon collègue de NADA, et ça devient des habitudes de vie. Et c'est un petit peu pour ça qu'on essaie de lancer cette campagne en disant, c'est pas parce que on prend une gifle au quotidien que ça doit être normal. C'est pas normal. Et donc il faut qu'on arrive à mettre ça sur la table et à parler de ce qui est normal et acceptable par la société. Et c'est un petit peu le principe de ces échanges-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire en travaillant et au niveau prévention et au niveau réaction aussi. Par exemple, nous avons un travail avec, encore une fois, la police nationale, mais aussi le ministère de la Justice, avec les juges des mineurs, le ministère de la Solidarité, avec les travailleurs sociaux, pour essayer de créer ce que nous on appelle un mur de protection autour des enfants, en faisant augmenter ce qu'on appelle le travailler ensemble. C'est-à-dire qu'au niveau décentralisé, on a très souvent des brigades de protection des mineurs qui font un travail fantastique et qui quelquefois n'ont pas conscience, parce qu'on ne vient pas le leur dire, de cas d'enfants qui sont, on va dire, à la frange d'être maltraités ou peut-être, mais dont sont conscients d'autres personnes, d'autres professionnels comme les travailleurs sociaux ou bien des professeurs d'école qui savent, qui voient un enfant qui revient avec des bleus chaque jour ou tous les 2 jours, mais qui ne vont pas aller le dire à la police. Et donc ça passe entre les mailles du filet de protection. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est que ces gens-là, ces professionnels-là, parlent et disent, voilà, moi je n'ose pas en parler au papa ou à la maman parce que j'ai peur de l'impact. Mais vous, la police, vous êtes formés pour ça. Est-ce que vous pourriez faire un travail de proximité? Même au niveau des écoles, y compris au niveau des écoles. Il y a une loi, par exemple, qui oblige le personnel de l'éducation de signaler ces cas de violence?
Alors, ce n'est pas le cas en Algérie, mais est-ce que vous pensez, dans l'avenir proche, à proposer ce type de mécanisme? C'est une des choses sur lesquelles nous travaillons avec le ministère de la Justice et le ministère de la Solidarité. On est au tout début de ce travail, c'est autour de ce qu'on appelle le signalement. Donc ça va effectivement, ça passe par un travail avec les professeurs d'école. Ça passe aussi aujourd'hui, par exemple, dans le service médical. On sait que les médecins ont une obligation morale de dénoncer. Par exemple, quand il y a un enfant a un bras cassé et qu'il revient 3 mois plus tard avec un autre membre cassé, on doit se poser la question. Poser des questions, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, il y a une obligation morale, il n'y a pas une obligation légale pour le médecin de signaler ça à la police ou aux travailleurs sociaux. On voudrait qu'on aille plus loin vers une obligation légale, que ce soit pour les professeurs d'école. Inscrite dans les lois. Inscrite dans les lois. Alors justement, pour éviter que ce type de violence ne soit occulté, un réseau existe, c'est le réseau NADA. En plus de ces cellules d'écoute, ses membres proposent un accompagnement psychologique. Bouchara Bouali nous propose ce reportage et on revient juste après. شبكتنا نسمع الخير سمح النار أنا مدام. Des appels de détresse, le réseau NADA en reçoit tous les jours, de 8h à 16h. Des adolescents en difficulté ou des témoins de situations où des enfants sont maltraités appellent au 3033, un numéro vert mis à leur disposition pour qu'une aide leur soit prodiguée. Ça dépend كل واحد وكيفاش. كاين مالتريتونس كاين فيولونس كاين كفاله كاين بزاف بصح اللي عيطونا بزاف هما ابيو سيكسوال هي اللي كاين بزاف. وان جينيرال شكون يعيطوا لكم لي كونسيرني ولا من داك يعيطونا لي بارون من داك يعيطونا جيران من داك يعيطونا نمسي ça dépend كخطره شكون اللي يعيط. Des appels pour signaler des cas d'enfants victimes de la violence sous toutes ses formes, physiques, sexuelles et psychologiques. كاين حالات اتصلوا بينا من بعد حنايا دومونديو لهم باش يجيو للريزو تاعنا هاد الحالات لي بارون يكونوا اون كونفلي والطفل يكون هو الضحيه تسمى كي يكونوا ناس دو ديفورس كيطلقوا لي بارون الطفل كيما قلت لك يكون الضحيه. Pour leur venir en aide, une équipe de psychologues et de juristes veille au grain et effectue des déplacements en cas de besoin. احنا مع الاول ناخذوا كاع الرسائل تاع الطفل من بعد نقول لهم اذا زعما هنايا في لا ولايه طنجة نقول لهم باش يجوا لمقر الشبكه تاعنا ولا كانوا اور ولايه ولا نقعدوا نسويفيوهم باغ تيليفون ندير لهم دي كونساي ولا حنا ننتقلوا عندهم حنا اللي نروحوا عندهم. إذا كان بروبليم تاع الطفل يطلب بسيكولوج احنا رانا رايحين نتبعوه من الناحيه النفسانيه ندير له اورينتاسيون ولا نديروا له لا ثيرابي واذا كان بروبليم تاعو يستدعي جوريست راهم رايحين يتبعوه لي جوريست تاعنا ويديروا الاجراءات تاعهم. Outre le suivi psychologique et le conseil juridique en cellule d'écoute, le réseau NADA tente d'aider les enfants à travers de nombreux projets, comme celui dont on ne joue pas avec les droits. On joue pas avec les droits, c'est un projet initié à partir de l'année 2012. Il est en partenariat avec un centre canadien qui travaille sur les droits de l'homme. Donc il est pour l'objectif de lutter contre la violence dans le milieu scolaire. Donc son objectif principal, c'est former les enseignants, les éducateurs et les gens qui travaillent, qui ont des contacts directs avec les enfants, d'améliorer leur méthode de travail avec les enfants. D'autres projets d'aide aux enfants réfugiés ou encore aux enfants en danger moral sont initiés par le réseau NADA afin de les protéger et de faire en sorte que leur enfance ne leur soit pas volée. Alors, Monsieur Faraoun, un grand nombre d'enfants appellent, enfin le grand nombre des enfants qui appellent, c'est pour dénoncer les abus sexuels. Oui, tout à fait. C'est pour ça, au réseau NADA, on a opté pour un projet qui est intitulé l'autoprotection des enfants à l'égard de la violence sexuelle. Avec nos partenaires, tout d'abord, on a sollicité des experts actifs dans le domaine pour voir la situation des enfants qui ont subi une violence sexuelle.
Par la suite, on a formé des formateurs qui ont pour mission de former des animateurs. Ces animateurs vont travailler avec les enfants, soit dans des sessions ouvertes ou soit dans des écoles. C'est des formations destinées aux enfants. À travers ces formations, l'enfant va apprendre de se protéger à l'égard de toute forme de violence sexuelle. Mais hormis, en plus de ce que vous proposez comme apprentissage, de se défendre pour les enfants, est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous prenez? Oui, bien sûr. On a d'autres mesures. On a installé le numéro vert. C'est pour dénoncer les cas de violence. Installer le numéro vert au niveau du réseau NADA, ou c'est le réseau NADA qui alerte carrément les services de police? Oui, soit pour le début, on reçoit des appels, soit par des voisins ou soit par des acteurs concernés par cette forme de violence, soit le cas sera traité à notre niveau par un accompagnement psychologique ou un accompagnement juridique. Sinon, le cas sera orienté vers nos partenaires, soit la police ou la orienté, c'est-à-dire que vous lui dites de déposer plainte, ou c'est vous qui alertez carrément les services de sécurité? Sinon qu'on va accompagner le cas avec nos juristes jusqu'à la fin pour avoir une solution pour l'intérêt de cet enfant. Alors, Monsieur Zenati, au réseau NADA, on appelle pour dénoncer des abus sexuels. Est-ce que, au niveau de la police judiciaire, s'agit-il de la même situation? Justement, j'aimerais savoir juste un point concernant le réseau NADA. Quand un cas de signalement d'enfant est arrivé à votre niveau, est-ce que normalement, automatiquement, le cas de l'enfant violenté doit être transmis à la police? Parce que je ne vois pas comment vous pouvez traiter ou prendre en charge ce cas, or que cet enfant est victime, l'auteur n'est pas encore appréhendé, et ce n'est pas vous qui allez faire bien sûr, ça se fait automatiquement l'orientation vers les services de police. Parce que ce que je viens de comprendre, c'est qu'il y a des cas où c'est le réseau NADA qui les prend en charge, et d'autres c'est la police, or que c'est la police qui doit, ou les gens, ça dépend de la compétence territoriale, c'est la gendarmerie ou la police qui doivent prendre ça en charge. Le réseau NADA prend en charge l'aspect psychologique et uniquement, juridique. Vous n'orientez pas vers les services police ou vers les services aussi sanitaires, parce qu'il y a une médecine légale? Mais si l'orientation, ça se fait automatiquement vers les services concernés. Vers les services concernés. Pardon, parce que nul ne peut remettre en cause le travail des associations qui est très important dans la société, essentiellement pour la sensibilisation et l'orientation, mais on ne peut pas se substituer des institutions de l'État. Chose que il faut toujours tirer ça au clair. Si je peux me permettre, peut-être on a l'honneur et le bonheur d'avoir été partie prenante à la naissance du réseau NADA, qui vole depuis longtemps de ses propres ailes. Peut-être pour clarifier, donc le système, c'est qu'un enfant qui appelle son cas, s'il y a violence sexuelle, est automatiquement transmis au service de police. Ce que notre collègue mentionnait, c'est qu'en fait, à côté de cette transmission automatique, il y a un accompagnement psychologique de l'enfant, s'il en exprime le besoin, et en général, il y a un besoin très très fort. Et en plus de ça, pour les familles qui en ont besoin financièrement, le réseau NADA offre un accompagnement légal, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge le suivi d'un avocat au cas où on aille vers le tribunal, etc. Donc, mais le passage des informations vers la police est automatique. C'est une sorte de médiation ? Alors, pour la médiation, non, il se substitue à une prise en charge légale si la famille n'en a pas les moyens financiers. Donc, ce n'est pas une médiation. La médiation, c'est vraiment de la charge du juge et des services de police s'il peut y avoir médiation. Maintenant, et malheureusement, il y a peu de choses aussi terribles qu'une violence sexuelle à l'égard d'un mineur. C'est toujours des situations extrêmement compliquées. D'abord parce que beaucoup de mineurs ne veulent pas porter plainte, parce que 70%... Ne veulent pas ou ne peuvent pas? Ne veulent pas, parce que 70% des violences sexuelles dans le monde entier sont faites par des membres de la famille.
Et donc, dans la plupart des cas, quand il y a un suivi légal, cet enfant se considère coupable d'avoir détruit sa famille. C'est-à-dire que la culpabilité, et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un soutien psychologique tellement fort, c'est que cet enfant est fondamentalement détruit pour de longues années. Il a besoin d'un accompagnement psychologique extrêmement fort, d'abord pour comprendre qu'il est victime, il n'est pas auteur, et qu'il n'est pas coupable d'avoir détruit sa famille, c'est l'auteur de cette violence-là qui est coupable à l'origine. Mais très souvent, on a des enfants qui ne veulent pas aller plus loin, ils veulent juste être protégés, mais ils ne veulent pas aller plus loin légalement, parce qu'ils ne veulent pas être vus ou perçus, ou se percevoir comme ayant été celui ou celle qui a détruit sa famille. Alors, les États ont l'obligation de protéger tous les enfants contre toute forme de violence. La législation algérienne protège-t-elle suffisamment les enfants contre la violence, et notamment sexuelle? Une fois qu'on en arrive là, c'est plus de la réparation dont on a besoin en tant qu'enfant. J'ai eu le malheur d'avoir vécu ça dans ma propre famille. Heureusement, ce n'était pas un membre de ma famille, mais en termes de protection, c'est vraiment un accompagnement psychologique qui est le plus important pour cet enfant-là, pour se reconstruire. Parce qu'on parle de reconstruction. Maintenant, quelque chose sur lequel nous travaillons, et la DGSN est justement à l'origine un peu de cette proposition-là, et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut aller très très vite, c'est le principe d'avoir un entretien de cet enfant-là avec une caméra vidéo, parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant qui a été abusé que de devoir répéter son histoire 5 fois, 6 fois, 10 fois au premier policier, au deuxième policier, à l'avocat, au juge, au contre-avocat. C'est juste une situation d'horreur pour l'enfant. Vous vous imaginez bien que, ne serait-ce qu'en sachant ça, beaucoup d'enfants refusent d'aller plus loin. Ils disent, moi j'ai raconté mon histoire une fois, je ne veux pas revivre ça. Donc, un entretien vidéo, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais on espère sur lequel on va arriver bientôt, qui fasse foi pour la suite. L'enfant donne son histoire une fois à quelqu'un qui est formé, des services de police, qui est formé pour ne pas lui faire peur et l'accompagner dans cette douloureuse reconstitution des faits. Ça, c'est extrêmement important. Et aussi des systèmes d'accompagnement pour que cet enfant-là puisse être protégé immédiatement. C'est-à-dire que, encore une fois, tous ces cas-là sont horribles. Quand un enfant a été violenté et qu'on l'oblige à revenir dans le giron familial parce qu'il n'y a pas de système d'accompagnement où on puisse l'enlever directement pour des besoins purement financiers, c'est-à-dire qu'on lui dit « mais qui va subvenir à tes besoins si tu ne reviens pas à la maison ?» c'est évidemment terrible. Donc ça, c'est des systèmes qu'il faut accompagner. Et le système du signalement est extrêmement important parce qu'encore une fois, on le sait, dans beaucoup de cas, les membres de la famille, quand ça arrive, sont au courant et n'osent pas signaler ou ne savent pas comment signaler sans se mettre en jeu, sans se mettre dans une situation très difficile eux-mêmes, ou bien ils ont peur d'aller vers la police, ils ont peur d'être vus comme des dénonciateurs, ou ils ont peur du tabou. Tous ces systèmes-là sont extrêmement importants. Mais il faut tout de même des moyens coercitifs pour vous reposer ma question à M. Davin. Il faut tout de même des moyens coercitifs. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que les lois algériennes sont suffisantes pour lutter contre ce type de violence, sachant qu'il y a aussi un projet de loi qui doit être voté au Parlement? Je ne peux pas vous répondre parce qu'une loi est l'émanation d'une société. Donc chaque société fait ses propres lois. Chaque Parlement a le devoir de voter sa loi. Le Parlement va discuter d'une loi qui durcit les peines à l'égard des auteurs de ce type-là. Je pense personnellement que le durcissement est positif. Il faut éviter en particulier les récidivistes qui sont malheureusement, c'est souvent le cas des gens qui font ça, c'est souvent des problèmes graves qui ont eux-mêmes souvent subi ce genre de violence-là. Donc c'est souvent des problèmes graves, y compris psychologiques et psychosomatiques. Donc il faut les accompagner eux aussi, mais aussi les protéger de la société et protéger la société de leur capacité de récidivisme. Donc il y a une loi qui va être discutée dans le Parlement très prochainement qui essaye de cadrer encore plus ces protections-là. Est-ce qu'elle est assez dure, trop dure? C'est au peuple algérien de juger. En tout cas, il y a une reconnaissance que peut-être elle n'était pas assez stricte sur un certain nombre de cadres qu'on essaye maintenant de durcir.
C'est la même question qu'on pose au réseau NADA concernant le projet de loi proposé pour lutter contre tout type de violence à l'égard des enfants. Concernant le projet de loi, il y a eu une proposition par la société civile et ce projet de loi doit protéger l'enfant selon parce que en regardant la situation des enfants victimes de violences, le nombre est très important, c'est très alarmant. Donc le projet de loi qui va être adopté très prochainement doit protéger l'enfant à l'égard de toute forme de violence. Vous étiez partie prenante dans son élaboration? Oui. C'est le même cas pour l'UNICEF. Est-ce qu'il y a un regard sur l'élaboration des lois concernant la protection de l'enfant? Alors, on n'a pas été partie prenante de la discussion jusqu'à l'aune du texte actuel. Nous avons fait des propositions au ministère de la Justice et nous allons le faire auprès du Parlement, de nous tenir à la disposition des membres du Parlement qui vont juger de ça. Il y a une commission qui a été désignée, de pouvoir nous appeler, nous interpeller si cela les intéresse. Maintenant, on a la chance, peut-être du fait des années terribles qu'a vécu l'Algérie, d'avoir tout un panel de psychologues, de spécialistes en violence qui s'est constitué, de professionnels qui s'est constitué en Algérie. Donc il y a un vrai réseau de gens qui connaissent bien ces problèmes, qui les comprennent. Si l'UNICEF peut accompagner ça, on le fera avec plaisir et on le fera bien sûr dans notre rôle. Monsieur Zenati, en tant que représentant de la Sûreté nationale, pensez-vous qu'aller vers plus de répression de ce type de crime peut atténuer et diminuer les chiffres de cette violence? Personnellement, ce n'est pas de mon ressort de répondre à cette question. Juste une chose, la promulgation du Code de l'enfant, je pense que c'est une exigence internationale, vu les engagements de l'Algérie par la Convention internationale des droits de l'enfant. Durcir ou ne pas durcir les sanctions, je pense qu'il vaudrait mieux laisser ça aux experts dans le domaine de vous répondre. Alors, selon une étude publiée dans une revue scientifique médicale britannique, les enfants qui souffrent d'un handicap sont 4 fois plus exposés au risque de violence que les autres et plus vulnérables sont ceux présentant un handicap mental ou des déficiences intellectuelles. La prise en charge de cette frange de la société nécessite donc un suivi particulier. Ce sont entre autres les missions que s'assigne ce centre pilote à Boumerdès que nous fait découvrir Nawal Abada et on revient juste après. La maîtresse de Mohamed Nedal est bien satisfaite de son travail. Il sait lire, compter et communique, mais timidement. Pourtant ici, il n'est pas en classe normale. Son ancienne école a jugé qu'il avait beaucoup de retard et que sa place n'était pas parmi eux. Nedal n'est pas seul dans ce cas. Pour des difficultés d'apprentissage, lui et quelques-uns de ses camarades se sont retrouvés au centre psychopédagogique Enis de Boumerdès, qui accueille des enfants souffrant d'handicap autrement plus compliqués. La plupart des élèves que j'ai ici ont déjà fréquenté des écoles normales où ils n'ont pas trouvé suffisamment de suivi et d'attention. Ainsi, ils n'ont pas pu suivre comme les autres et pour cette raison, ils ont été renvoyés. Quand je vois le niveau de certains d'entre eux, je me dis c'est dommage, il leur aurait fallu juste un peu plus de soins. Le bon suivi, ils ont la chance de l'avoir ici au centre Enis. L'orthophoniste ainsi que le psychologue les accompagnent patiemment afin de les aider à surmonter leurs difficultés, car convaincus de leur potentiel.
Ils ont certes quelques difficultés comme beaucoup d'autres enfants, mais leur place est dans une école classique et non pas au centre Anis. Les réinsérer est justement l'objectif du centre, dont le staff fait preuve non seulement de beaucoup de professionnalisme, mais aussi d'engagement. Ces enfants ont été exclus. Face à cette problématique, les parents se sont retrouvés dans une situation de non-compréhension. Pourquoi le rejet de ces enfants-là? Ils se sont dirigés vers notre structure où là, le diagnostic a été fait. Ces enfants souffrant d'un retard mental, qu'il soit léger ou moyen, ils doivent être pris en charge. Nous les avons pris en charge en se fixant le but de les réinsérer dans des écoles ordinaires. Peut-être que ces enfants, cette pathologie n'a pas été bien comprise au niveau de ces écoles. Peut-être qu'ils ont eu besoin d'un personnel beaucoup plus qualifié, si j'ose dire, pour prendre en charge ces enfants-là. Maintenant, c'est une question de temps, c'est une question de programme adéquat, c'est une question aussi de diagnostic bien précis pour que ces enfants-là puissent rejoindre ces écoles et ne pas se sentir exclus, comme vous venez de le dire. D'ici là, et en attendant de gravir les marches et surmonter leurs obstacles, c'est dans cette ambiance très chaleureuse et au sein d'une deuxième famille des plus affectueuses que ces enfants évoluent dans l'espoir d'aller peut-être un jour découvrir des horizons bien plus larges. Monsieur Thomas Davin, c'est une double peine pour les enfants handicapés de subir à la fois leur handicap, mais aussi la réaction de la société. Oui, qui est une forme de violence d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. C'est une violence psychologique qui leur est faite. J'évoquais tout à l'heure les 100% d'accès à l'école primaire. En fait, on est à 98% depuis maintenant 12 ans. En Algérie, donc on a atteint un seuil extraordinaire, mais il nous manque 2%. Nous pensons qu'il est probable qu'une bonne partie de ces 2%-là soient des enfants handicapés, que leur famille n'emmène pas vers les écoles ou qui ne sont pas capables de les emmener pour des raisons, soit parce qu'ils ont honte, soit parce qu'ils ne sont pas capables physiquement de les emmener. Peut-être l'école est trop loin ou ils n'arrivent pas à déplacer l'enfant. Donc on pense qu'il y a tout un tas de souffrances derrière ces 2%-là, et vous avez tout à fait raison. Pour ces enfants-là, le vivent comme une violence, en particulier les enfants qui arrivent à en prendre conscience. Ils vivent ce refus d'intégration comme une vraie violence, une violence quotidienne. Sans parler des enfants qui ont un handicap physique et pas de handicap mental, et à qui aussi le chemin vers l'école devient un calvaire ou une vraie difficulté insurmontable pour des problèmes purement logistiques et physiques. Et vous pensez multiplier ce type d'initiative, notamment à travers l'expertise qu'accorde votre organisme, l'UNICEF en l'occurrence? Alors, on est dans un pays quand même qui est relativement développé en Algérie, qui a des moyens financiers très importants. Nous pensons que notre rôle, c'est un petit peu de proposer au gouvernement un certain nombre d'options de prise en charge de l'enfance dans ces divers domaines. On est un petit peu dans ce rôle-là, dans ce centre-là. C'est une initiative qui a été prise par les scouts musulmans, à laquelle nous nous sommes joints assez tard, mais principalement autour de l'expertise technique que nous pourrions amener. Cette expertise-là, on a trouvé des experts qui sont encore beaucoup plus forts que nous. On est allé chercher un organisme qui s'appelle Handicap International pour accompagner l'équipe technique du centre, qui a un engagement fantastique et qui avait besoin de cet accompagnement pédagogique pour aider encore mieux les enfants. Nous espérons que ça va faire tache d'huile dans le pays et qu'on va voir différents centres. Pour nous, une fois que les partenaires algériens sont convaincus, les moyens financiers existent pour multiplier ça. On sait malheureusement que dans la plupart des wilayas du pays, les listes d'attente sont grandes pour les enfants handicapés. Les parents sont en grande demande de ce type de centre. Si on arrive à convaincre que
peut-être ce centre-là vraiment répond à un vrai besoin et dans les cadres, dans les conditions nécessaires et utiles pour ces enfants-là, on espère que ça va se répercuter. Alors voilà qui nous amène à parler de la violence à l'école. Je me tourne vers vous, Monsieur Faraoun. Une autre forme donc, de violence commise à l'encontre des enfants, celle qu'on observe dans nos écoles. Oui, la violence aux écoles répond à plusieurs critères qui vont du simple rejet au harcèlement, en passant par l'indifférence ou les moqueries entre camarades, tout ça qui va induire un sentiment d'insécurité chez l'enfant et ça a un impact sur la scolarisation de l'enfant, ou soit par ça va se traduire par un comportement un peu agressif, si on peut dire, envers ses camarades, envers... Mais est-ce que vous recevez des alertes concernant ce type de violence au réseau Nada? Pour être clair, on reçoit pour les signalements des cas, c'est la violence commise parfois par les enseignants envers les enfants. Et parfois, ça peut aller jusqu'à utiliser des outils qui peuvent être parfois graves pour la santé physique de l'enfant. Et vous disposez donc un accompagnement psychologique aux élèves aussi? Bien sûr, un accompagnement psychologique et à travers nos projets avec nos partenaires, par exemple le projet On ne joue pas avec les droits. On ne joue pas avec les droits de l'enfant, qui est un projet avec notre partenaire Equitas, le Bureau international des droits de l'homme, qui se trouve au Canada. C'est un projet on a formé des animateurs qui vont travailler avec les enfants dans des différentes écoles comme session pilote. Et c'est des jeux. C'est à travers une trousse qui contient à peu près 64 activités et c'est à travers les jeux qu'on peut transmettre le message de la non-violence à l'égard des enfants. Alors, Monsieur Saadine Zenati, vous avez cité tout à l'heure plus de 5000 cas de violence. Est-ce que vous recevez des plaintes de la part de parents qui se plaignent justement? Bien sûr, principalement, c'est des plaintes de la part des parents des victimes. Parce que violence dans les écoles. Le chiffre avancé englobe également la violence, c'est une réalité bien sûr, la violence scolaire. Est-ce qu'on peut avoir au chiffre, est-ce qu'il représente un nombre important par rapport au chiffre total? Pas vraiment important. On n'est pas encore à l'alarmisme. Mais il y a une réalité, il y a la violence élève-élève. Enseignant-élève et élève-enseignant. Tout dépend des cas. Mais en général, ils sont traités comme les autres cas, c'est-à-dire la plainte est déposée, le mineur, s'il est victime, il est auditionné en présence de son tuteur civilement, et l'affaire est acheminée vers les instances judiciaires le plus normalement du monde. Voilà. Alors, la violence dans les écoles qui reste quand même un phénomène récurrent et qui n'est pas propre à l'Algérie aussi. Non, c'est un problème qu'on retrouve encore une fois dans presque tous les pays du monde, à différents degrés de virulence, de fréquence. Madame la ministre de l'Éducation nationale a lancé toute une réflexion autour de cette violence en interne au sein du ministère. C'est pour partie aussi une des questions qu'on essaye de mettre sur la table avec la campagne contre la violence que nous avons lancée l'année dernière. Parce que on ne parle pas seulement des violences invisibles parce qu'elles sont trop graves, on parle aussi des violences invisibles parce qu'elles sont trop fréquentes. C'est-à-dire que ça se passe tellement souvent que ça devient banalisé. Comme la violence à l'école, en particulier avec... Moi, je l'ai vécu en tant qu'élève, avec ma prof qui me tapait, je devais mettre les doigts comme ça, elle me tapait sur les doigts jusqu'à ce que, voilà, il y ait un réveil sociétal qui dise, voilà, c'est plus acceptable. Il faut qu'on arrive à ce réveil sociétal. Un des moyens, évidemment, c'est par les professeurs eux-mêmes qui vont savoir mieux gérer, mieux anticiper, pas faire ça. Les encadrants qui vont savoir aussi disperser les élèves et par les élèves eux-mêmes, évidemment. Donc il y a un gros travail. Notamment sur le plan juridique?
Il faut proposer peut-être des lois qui interdisent toute forme de violence de la part des enseignants envers les élèves. Je crois que c'est déjà le cas. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est déjà le cas à l'école. C'est interdit de frapper un enfant, me semble-t-il. La question, c'est la mise en œuvre. Je ne sais pas si elle est inscrite dans le code pénal. Pas spécialement code pénal, mais... Code civil. Le code civil. Ouais. Après, la question, c'est jusqu'où ça va. Encore une fois, il faut arrêter les violences avant qu'elles arrivent trop loin. Et c'est un peu cette escalade qui se passe trop souvent. Et c'est pour ça que ça passe vraiment par une réaction de la société. J'en parle beaucoup parce que pour moi, c'est important. Ça passe aussi par peut-être des chemins d'échange plus fréquents entre professeurs et parents d'élèves. On sait que souvent les parents d'élèves disent se heurter un petit peu à un mur fermé lorsqu'ils essayent d'échanger sur la situation de leurs enfants. Il faut qu'on arrive vraiment à ouvrir les écoles aux parents de manière à ce que ces échanges se fassent et qu'on calme les choses aussi tôt que possible avant qu'il y ait une escalation, que ce soit de professeur à élève ou de élève à élève ou d'élève à enseignant. Souvent, malheureusement, quand on arrive, encore une fois, à une plainte déposée à la police, c'est qu'on a atteint un seuil où qu'on aurait dû et pu, dans la plupart des cas, arrêter beaucoup, beaucoup plus tôt. Alors, autre forme de violence qui concerne les enfants, ou si vous voulez les mineurs dans ce cas-là, c'est la violence dans la rue. Et là, le rôle des services de sécurité est important et il ne faut pas attendre dans ces cas-là que les gens déposent plainte. Bien sûr. Une fois que le policier constate qu'un enfant est violenté, l'intervention est immédiate. L'auteur est traduit d'un... Systématique. Bien sûr, on ne va pas laisser... quelqu'un se traiter, de maltraiter ou violenter ou un enfant comme ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est une infraction en flagrant délit, voilà. C'est dans ce cadre que rentre cette intervention. Est-ce que le réseau Nada, M. Faraon, alors concernant ce type de violence dans la rue? Oui, nous avons un projet avec l'UNICEF concernant la campagne pour lutter contre la violence, notamment la violence dans les rues ou la violence dans les stades, si on peut dire. Et on a lancé aussi une campagne de sensibilisation contre toute forme de violence avec un partenaire économique. Et on a utilisé les ballons. Une campagne, ça se base sur la distribution de 25 000 ballons sur le territoire national. On a utilisé le ballon comme symbole pour attirer l'attention de l'enfant. Le sport pour lutter contre la violence. Voilà, sous le slogan de « Jouons sans violence ». C'est une bonne initiative de recourir à ce type d'activité, de discipline comme le football, qui attire beaucoup de jeunes quand même. Oui, tout à fait. Nous, l'UNICEF, avons fait la même chose sur le même principe, c'est-à-dire qu'on a organisé un match amical avec notre ambassadeur de bonne volonté, M. Majid Bouguera, qui était le capitaine de l'équipe nationale de foot. Il a eu l'amabilité de proposer à un certain nombre de ses partenaires et joueurs ou anciens joueurs de l'équipe nationale de venir. On les a fait jouer avec des jeunes de différents quartiers d'Alger et on en a profité pour parler avec eux, mais aussi avec le public. Il y avait à peu près entre 500 et 1000 personnes qui étaient là, de ces questions de violence. Et c'est vrai que pour la plupart, ces jeunes, lorsqu'on leur donne un petit peu la parole, disaient un petit peu la même chose. C'est-à-dire, ils disaient, elle est banalisée. C'est plus une question, et c'est souvent des violences entre nous, entre de jeunes à jeunes, ou de jeunes à moins jeunes, ou de moins jeunes à jeunes, peu importe. Mais elle est banalisée, ça devient du quotidien. Et il n'y a personne qui dit arrêtez, arrêtons. Et ça fait partie un petit peu vraiment du message qu'il faut vraiment qu'on arrive à poser, à porter. C'est-à-dire qu'un engagement citoyen dans une société, c'est pas seulement s'assurer que dans sa famille tout va bien, c'est quand on est dans un quartier, quand on passe à côté d'un acte de violence, si on en a la capacité, si on n'a pas peur d'être soi-même victime, il faut s'interposer, il faut dire arrêtez. C'est pas acceptable de faire ça. Et c'est un petit peu, souvent ça, on lutte contre un petit peu, non seulement une banalisation, mais une indifférence ou bien un refus
de s'engager. Et le message de ces jeunes, c'était nous, on va en parler entre nous, entre nos amis, pour prendre l'engagement, en tout cas individuel, et on espère qu'il va se propager, de dire si nous, on voit un acte de violence, on va essayer, si on peut, de s'interposer en disant arrêtez, on va trouver une autre solution de régler cette question que par la violence. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être un mot sur la célébration du 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, une avancée, vous disiez tout à l'heure que l'Algérie, à l'instar de plusieurs pays dans le monde, a fait des avancées en matière de droits de l'enfant. Quelles sont les perspectives selon la vision de l'organisme que vous représentez, l'UNICEF en l'occurrence? En Algérie ou dans le monde? Que ce soit en Algérie ou dans le monde. Alors, je dois dire que mon ancien poste était en Jordanie, donc j'ai une perspective un peu régionale. Aujourd'hui, on a une région arabe en général, une région du Moyen-Orient, qui est un peu malheureusement en flammes, avec beaucoup de pays qui sont dans une situation de souffrance extrême, et souvent c'est les enfants qui trinquent en premier lieu. L'espoir de l'UNICEF, évidemment, c'est qu'on arrive à réduire le nombre de conflits et que dans ces conflits, les enfants cessent d'être les premières victimes et les dernières victimes, comme c'est le cas aujourd'hui, que ce soit en Syrie, au Yémen, à Gaza, au Soudan, et dans tellement d'autres pays, malheureusement, qui sont juste à côté de nous. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu un cheminement, et c'est pour ça que je parlais de cheminement, dont on espère qu'il va continuer. On a dans quelques pays des régressions de droits. Un enfant syrien, c'était un enfant qui, il y a 5 ans, 6 ans, était un petit peu comme un enfant algérien. Il avait le droit d'aller à l'école, il avait un avenir qu'on espérait radieux, avec des difficultés d'accès à l'emploi également. C'est plus du tout la situation d'un enfant syrien aujourd'hui. Donc on espère que vraiment on a un engagement de la communauté internationale qui va continuer pour aussi dire au monde et à ces pays-là de travailler avec ces pays en difficulté pour essayer de résoudre ces conflits de la manière la plus pacifiste possible, pour permettre à ces enfants qu'on n'ait pas une génération perdue comme on est à risque de l'avoir aujourd'hui dans la sous-région du Levant, où on a vraiment des enfants, on est en train de perdre toute une génération d'enfants. À cause de ces conflits. À cause de ces conflits. En Algérie, on espère, et on espère qu'on ne va pas régresser, qu'on va continuer à aller de l'avant. Moi, mon espoir, c'est que dans 10 ans, par exemple, on ait une maternelle pour tous les enfants algériens, parce qu'on sait qu'un enfant qui a accès à la maternelle, c'est un enfant qui a une bien meilleure éducation, de bien meilleures notes et en général un bien meilleur travail, et qui donc rend à sa société beaucoup plus d'argent par les impôts qu'il paye, par la sécurité d'emploi qu'il va donner à d'autres enfants autour de lui. Ça, c'est un des espoirs que j'ai, et que dans 10 ans aussi, peut-être, qu'il n'y ait plus de mortalité infantile du tout. Thomas Davin, représentant de l'UNICEF en Algérie, merci d'avoir accepté de participer avec nous à ce débat autour de la violence à l'encontre des enfants. Merci à vous également, Monsieur Felaoun Nourdine, psychologue de formation. Vous êtes membre du réseau NADA. Et merci à vous également, Saad-Eddine Zenati, du Bureau de la protection de l'enfance de la Direction générale de la Sûreté nationale. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée. الشاب انا اللي قتلته. يا ربي شحال راني حاب نولي اللور وهاد المصيبه ما تصراش. ما نطيحش 20 سنه في الحبس. ما نشوفش يماه تبكي وليدها في جالي. والناس تكرهني وتخافني. نولي اللور ما نخليش لهم في يغلبني. بصح خلاص فات الوقت.